160 milliards de francs CFA, c'est le coût d'acquisition de la nouvelle licence de la Sotelmo. Le renouvellement de la licence pour la deuxième fois octroie à l'État malien 56% des actions. La décision a été arrêtée lors du Conseil des ministres de ce mercredi. Tous les travailleurs conservent leurs emplois. Notre pays a le poste de DGS, celui du directeur administratif financier. Nous aurons plus de précisions avec le ministre de la Communication. Œuvre sociale du président de la transition, le service social de l'armée vient de recevoir pour les veuves et orphelins des militaires et paramilitaires sans kit scolaire et sans kit alimentaire. Le geste s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. La cérémonie de remise s'est déroulée sur la place d'armes du 34e régiment du génie militaire. Barakisa Ouattara était sur place pour nous. Les FAMA à l'offensive en 8e région, elles ont neutralisé un groupe terroriste, saisi plusieurs munitions, armes de guerre et moyens roulants. Les détails de cet exploit de nos forces de défense avec notre correspondant depuis Kidal, Sidi El Mehdi Ag Al-Baka. Ça sera dans ce journal. Alerte dans les champs à Mopti, plus de 6000 hectares de riz sont menacés avec des risques d'inondation de l'ensemble de la partie nord de Mopti. En cause, la pression de l'eau du fleuve Niger qui a fait céder la 5e vanne de l'ouvrage d'irrigation de Pondori de l'office riz Mopti. Le gouverneur de la région était sur les lieux ainsi que nos reporters Oumar Maïga et Suleiman Tepsougé. Voilà pour le sommaire. Merci de votre présence et bonsoir à tous. Ibrahima Djombele à m'écouter sur ce plateau. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Nyanya Elou Traoré. Alors vous êtes là pour la lecture du Conseil des ministres qui s'est réuni en session ordinaire ce mercredi 23 octobre 2024 dans sa salle de délibération au Palais des Koulouba sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et entendu des communications. Ibrahima Djombele. Tout à fait. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le développement, et nous commençons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté des projets de textes portant création, organisation et modalités de fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations du Mali. La Caisse des dépôts et consignations du Mali a été créée par la loi numéro 63-77 ANRM du 27 décembre 1963. De sa création à nos jours, une petite portion de ses attributions est exercée par une section de l'Agence comptable centrale du Trésor qui n'est pas compétente pour exercer toutes les attributions dévolues à la Caisse des dépôts et consignations. Face à la nécessité de disposer de ressources financières abondantes et peu onéreuses, il est important d'explorer d'autres sources de financement à long terme pour des projets productifs. Les caisses de dépôt et consignation jouent un rôle unique dans la communauté de l'investissement financier à long terme du fait de leur mode opératoire qui consiste à gérer l'épargne réglementée qui leur est confiée par les États pour la transformer en investissement dans des secteurs d'intérêt public comme les infrastructures, les entreprises, le logement, le financement des PME-PMI, le financement des besoins des collectivités territoriales. Les projets de texte adoptés créent la Caisse des dépôts et consignations du Mali avec pour mission la réception, l'administration et la conservation pendant tout le temps nécessaire et dans les circonstances légalement et administrativement prévues, les sommes qu'il importe de protéger à raison soit de leur origine, soit d'un litige, d'un état d'indécision ou d'une affectation dont elles sont l'objet. B. Un projet de décret fixant le régime des marchés publics relatifs aux mesures d'urgence en réponse à la crise liée aux inondations. À la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues sur toute l'étendue du territoire national, occasionnant des sinistres de tous ordres, le gouvernement a déclaré l'état de catastrophe nationale par le décret numéro 2014-0485 PRM du 23 août 2024. La gestion de ces sinistres a révélé une faible capacité matérielle des structures d'intervention et d'assainissement, des difficultés liées à l'évacuation des eaux et l'existence des risques sanitaires qui nécessitent une prise en charge urgente.
Dans ce contexte, le gouvernement a adopté un plan d'action pour la gestion des inondations assorti des besoins prioritaires immédiats et à moyen terme. La mise en œuvre du dit plan recommande un recours à des procédures spécifiques allégées en matière de passation, de conclusion et d'approbation des marchés. Le projet de décret est adopté dans ce cadre. Sur le rapport du ministre des Mines, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du contrat relatif à la cession des actions de la société d'exploitation des mines d'or de Yatela SA. La société des mines de Yatela a été créée en 2000 pour l'exploitation du gisement d'or du même nom. Le capital de la société était détenu à 80% par Sadiola Exploration Limited Sadex, filiale du groupe sud-africain Anglo Gold Ashanti Limited et du groupe canadien Yam Gold Corporation et à 20% par l'État du Mali. En 2013, l'exploitation de la mine de Yatela a subi l'influence négative de la baisse soudaine du cours de l'or, laquelle a entraîné l'arrêt des activités de la mine en 2016, alors que les réserves ne sont pas totalement épuisées. Afin d'éviter la fermeture de la mine et de sauvegarder les emplois, l'État a proposé à Sadex de racheter la totalité de ses actions dans le capital de Yatela SA. Au terme des négociations, l'État du Mali et la Sadex ont conclu le 14 février 2019 un contrat de cession d'actions. Le projet de décret adopté consacre la cession de l'État du Mali des 80% des actions détenues par Sadex dans le capital de Yatela SA et la mise à disposition du montant destiné à couvrir les coûts des travaux de réhabilitation et de fermeture des sites miniers et ceux des projets sociaux et communicataires restants à financer après la prise d'effet de la cession. Sur le rapport du ministre de l'Énergie et de l'Eau, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de l'Agence nationale des énergies renouvelables et des bioénergies. Dans notre pays est engagé depuis plus d'une quarantaine d'années dans une politique volontariste de mise en valeur des ressources d'énergie renouvelables localement disponibles. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique que l'Agence nationale de développement des biocarburants et l'Agence des énergies renouvelables du Mali ont été créés avec pour mission respective de promouvoir les biocarburants, bioénergie et l'utilisation à grande échelle des énergies renouvelables sur toute l'étendue du territoire national. En vue de la rationalisation des ressources et des structures dédiées au sous-secteur des énergies renouvelables et pour une meilleure coordination des activités de développement des énergies renouvelables et des bioénergies, il est apparu nécessaire de fusionner l'Agence nationale de développement des biocarburants et l'Agence des énergies renouvelables du Mali. Les projets de texte adoptés créent l'Agence nationale des énergies renouvelables et des bioénergies avec pour mission de mener des recherches pour le développement et l'utilisation à grande échelle des énergies renouvelables et des bioénergies. Sur le rapport du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du cahier des charges pour l'octroi à la Sotelma SA d'une licence d'établissement et d'exploitation des réseaux et services de télécommunications fixes et mobiles de 2e, 3e, 4e génération, des services de transmission des données et des services de télécommunications internationales au Mali. La Sotelma, opérateur historique de télécommunications, est une société anonyme de droit malien. La licence globale d'établissement et d'exploitation de réseaux et services de télécommunications octroyée à la Sotelma SA est arrivée à terme le 31 juillet 2024. Conformément aux dispositions réglementaires, la licence pourra être renouvelée à condition que les prescriptions du cahier des charges aient été respecter. Les obligations et sujections à respecter par le titulaire de la licence d'établissement et d'exploitation des réseaux et services de télécommunications sont précisées dans un cahier des charges élaboré par l'autorité malienne de régulation des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication et des postes. Ce cahier des charges indique notamment la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du réseau ou services de télécommunications concernés, les conditions relatives à la protection de la vie privée des utilisateurs et de leurs données à caractère
personnel, le montant du droit de licence à payer préalablement à la délivrance de celle-ci, les prescriptions spécifiques exigées pour la défense nationale et la sécurité publique. Le projet de décret adopté approuve le cahier des charges pour l'octroi à la Sotelma SA de licence d'établissement et d'exploitation des réseaux et services de télécommunications fixes et mobiles de deuxième, troisième, quatrième génération, des services de transmission des données et des services de télécommunications internationales au Mali. Au chapitre des communications, le ministre de la Refondation de l'État chargé de relations avec les institutions a informé le Conseil des ministres des conclusions de l'évaluation de la mise en œuvre du premier plan opérationnel 2017-2021 du programme de développement institutionnel deuxième génération et de l'élaboration des nouveaux plans opérationnels pour la période 2024-2027. Le programme de développement institutionnel deuxième génération a pour objectif de créer les conditions de modernisation de l'administration à travers la promotion de la culture du résultat, l'amélioration des relations entre l'administration et les usagers des services publics et la consolidation de la confiance entre l'administration et les usagers. Le programme élaboré pour la période 2017-2027 et assorti d'un premier plan opérationnel 2027-2021 est arrivé à son terme, d'où l'évaluation de sa mise en œuvre. Cette évaluation a conclu, entre autres, que l'administration présente un important capital institutionnel composé de supports juridiques, d'outils et de manuels de travail, de structures et mécanismes dédiés aux différentes thématiques de la réforme. Le programme garde toute sa pertinence car les problématiques qu'il a eu pour ambition de résoudre pour une meilleure performance de l'administration malienne restent d'actualité. Dans cette perspective, le nouveau plan opérationnel pour la période restante du programme de développement institutionnel deuxième génération, à savoir de 2024 à 2027, en cours d'élaboration, sera endossé au cadre stratégique de la refondation de l'État est articulé autour d'objectifs mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Le ministre de l'Économie et des Finances a informé le Conseil des ministres du démarrage du programme d'élaboration du 4e schéma directeur de la statistique. Le schéma directeur de la statistique est un plan stratégique de développement du système statistique national. Il détermine une vision à long terme du système et constitue une plateforme de programmation des opérations statistiques de renforcement de ses capacités. Le Mali a acquis une certaine expérience dans l'élaboration et la mise en œuvre de schéma directeur de la statistique avec l'adoption et la mise en œuvre de 3 schémas appelés dans d'autres pays africains Stratégie nationale de développement de la statistique. Malgré les progrès réalisés dans ce domaine, des insuffisances persistent surtout au niveau de la coordination du système. Pour corriger ces insuffisances et renforcer les acquis, le système statistique national s'est engagé dans l'élaboration du 4e schéma directeur. La finalité recherchée est de disposer à terme d'un document de référence qui contribuera à l'amélioration de la coordination et du fonctionnement du système statistique national en cohérence avec les principes fondamentaux de la Charte africaine de la statistique et des agendas 2030 des Nations Unies et 2063 de l'Union africaine. B. De la remise du prix africain de développement, catégorie Prestige Étoile d'Afrique au directeur général des douanes le 15 octobre 2024 à Kigali, au Rwanda. Le prix africain du développement est une initiative de la Fondation 225, établissement œuvrant à l'échelle du continent pour promouvoir la bonne gouvernance et le sens du mérite. Les éditions de la Fondation visent à magnifier chaque année les efforts de certains ressortissants africains qui se sont illustrés par leur rapport dans le domaine des sciences, des technologies, de l'économie, de l'administration publique, de l'éducation, de la culture et des sports. La 19e édition tenue du 12 au 15 octobre 2024 à Kigali, au Rwanda, a réuni des décideurs et opérateurs économiques de plus de 80 pays pour honorer les hommes et les femmes qui ont accompli des actions d'éclat
au service de l'essor et de l'épanouissement de l'Afrique. C'est dans ce cadre marqué du sceau de l'excellence que l'inspecteur général Amadou Konaté, directeur général des douanes, a été identifié comme ayant été, sur les 3 dernières années, un acteur majeur du développement au regard des résultats inédits que l'administration des douanes du Mali a réalisés sous sa direction. À l'issue du processus de sélection, il a été sacré meilleur gestionnaire des services des douanes et le trophée intitulé Prestige Étoile d'Afrique lui a été décerné le 15 octobre 2024 pour récompenser son leadership efficace dans l'atteinte des objectifs qui lui ont été assignés par les plus hautes autorités malgré un contexte économique et social, sécuritaire également, extrêmement difficile. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle a informé le Conseil des ministres de l'élaboration d'un protocole d'accord de coopération dans le domaine de l'entrepreneuriat, de l'emploi et de la formation professionnelle entre le gouvernement du Burkina Faso, le gouvernement de la République du Mali et le gouvernement de la République du Niger. À l'initiative du Mali, le protocole d'accord de coopération dans le domaine de l'entrepreneuriat, de l'emploi et de la formation professionnelle est élaboré dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de la Confédération des États du Sahel. Le projet de protocole vise, entre autres, l'harmonisation des politiques de l'emploi, de l'entrepreneuriat et des curricula dans le domaine de la formation professionnelle, et cela à travers la voie d'échange de bonnes pratiques, de savoir-faire, d'expérience, d'information, de documents et l'organisation des séminaires et de manifestations spécifiques. Le projet de protocole devant être conclu pour une durée de 5 ans constitue un cadre de collaboration pour relever les défis auxquels les pays de l'Alliance des États du Sahel sont confrontés. B. De l'organisation d'une journée de plaidoyer de haut niveau pour la prise en compte des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec un handicap dans les marchés publics au Mali. Par le décret numéro 2018-0473 PM-RM du 28 mai 2018 portant adoption des mesures d'orientation de la commande publique vers les petites et moyennes entreprises et la production nationale, le gouvernement du Mali a institué un régime préférentiel pour les entreprises artisanales et autres micro, petites et moyennes entreprises dans le cadre des acquisitions en dessous des seuils d'application des procédures du Code des marchés publics et des acquisitions pouvant être satisfaites par la production nationale. Le ministère, en collaboration avec ses partenaires, a mis en place un cadre de concertation pour faciliter l'accès des entreprises féminines au marché public et privé. Pour atteindre cet objectif, plusieurs activités ont été menées dont, entre autres, la formation des 179 acteurs publics et sur la prise en compte du genre dans le processus de passation des marchés publics, l'acquisition de nouvelles capacités au profit de 242 femmes entrepreneurs, l'organisation des voyages d'études et d'échanges d'expériences sur la prise en compte du genre dans la commande publique. La journée de plaidoyer de haut niveau, prévue le 24 octobre 2024, est placée sous la présidence du Premier ministre et chef du gouvernement. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a informé le Conseil des ministres du déroulé de la célébration conjointe de la Journée internationale de la femme rurale et de la Journée mondiale de l'alimentation le 17 octobre 2024 à Sibi. Le thème de la Journée internationale de la femme rurale était « Rôle et place des femmes rurales dans la construction d'un Mali nouveau », tandis que celui de la Journée mondiale de l'alimentation s'intitulait « Le droit aux aliments au service d'une vie et d'un avenir meilleur ». La célébration conjointe des deux journées visait à renforcer le rôle et la place des femmes rurales dans la construction des Mali nouveau en promouvant un développement inclusif et durable et en contribuant à sensibiliser l'ensemble des acteurs autour de la thématique du droit aux aliments au service d'une vie et d'un avenir meilleur. Elle a été marquée par la tenue d'une conférence débat sur l'application effective de la loi numéro 2017-01 du 11 avril 2017 relative au foncier agricole ainsi que la tenue de l'atelier bilan des réalisations en faveur des femmes rurales du Mali d'octobre 2023 à octobre 2024. B. De la célébration de la Journée internationale de la fille le 11 octobre édition 2024.
Placée sous la présidence du Premier ministre du gouvernement, la journée avait pour thème l'accompagnement des filles dans les filières scientifiques, la refondation à travers l'éducation. La tenue de cette 13e édition a permis d'examiner les progrès accomplis en matière de fréquentation des filles dans les filières scientifiques par les filles, d'identifier les défis et de susciter l'engagement des acteurs en faveur des filières scientifiques. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a informé le Conseil des ministres de l'organisation de la première rencontre des ministres chargés de l'Industrie et du Commerce de la Confédération des États du Sahel le 19 octobre 2024 ici à Bamako. Cette rencontre des ministres chargés de l'Industrie et du Commerce s'inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation des décisions et recommandations du sommet des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel tenu à Niamey le 6 juin 2024. En prélude à la rencontre ministérielle, une réunion des experts des 3 pays s'est tenue les 17 et 18 octobre 2024. Les représentants des chambres de commerce et d'industrie et d'agriculture se sont également concertés sur des projets d'accord cadre de collaboration et de partenariat. La rencontre de Bamako a examiné et adopté les actions et propositions de nature à assurer l'opérationnalisation des engagements pris par les chefs d'État à travers un plan d'action portant sur le développement industriel, la compétitivité du secteur privé dans la Confédération, l'amélioration du climat des affaires et de l'attractivité des investissements étrangers directs au sein de l'AES, la facilitation et l'accroissement des échanges commerciaux intra-AES, la normalisation et les questions de qualité des produits dans l'AES, la lutte contre la fraude et la concurrence déloyale dans la Confédération. Au terme des travaux, la rencontre des ministres a adopté la déclaration de Bamako et institué donc un cadre de suivi évaluation. 2 conventions cadres de collaboration concernant la création de l'Alliance des chambres de commerce et d'industrie et de l'Alliance des chambres consulaires d'agriculture de l'AES ont été signées. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente, par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition chef de l'État a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Et ce sera tout, Nyanya Alou Traoré, pour ce soir. C'était quand même quelque peu marathon. Hein, voilà. Oui, très dense. Et bonne suite des journaux. Merci beaucoup, Ibrahima. Et justement, nous allons revenir sur l'un des aspects de ce Conseil des ministres. Il s'agit du renouvellement de la licence de la Sotelmans. 160 milliards de francs CFA. C'est le coût d'acquisition de la nouvelle licence donc de la Sotelmans. Le renouvellement de cette licence pour la 2e fois octroie à l'État malien 56% des actions. La décision a été arrêtée lors du Conseil des ministres de ce mercredi. Tous les travailleurs conservent leurs emplois. Notre pays a le poste de DGA et celui du directeur administratif financier. Autre point, la licence est renouvelée pour une période de 15 ans. Pour comprendre mieux ce renouvellement, je vous propose de suivre les précisions du ministre de la Communication et de l'Économie numérique. Il est au micro de Suleiman Kenza Sidibé. Le renouvellement de la licence est intervenu suite à une correspondance du directeur de la Sotelmans adressée au ministre de la Communication et lui demandant le renouvellement de la licence. Donc, sur instruction du président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, une commission a été mise en place sous ma présidence qui était composée du ministre de la Justice et des droits de l'homme, garde des Sceaux, du ministre de l'Économie et des Finances, du ministre des Domaines de l'État, du ministre secrétaire général de la présidence, avec l'aimable accompagnement technique du président de la MRTP. Et c'est cette commission qui a travaillé en appui constant du président de la transition et de ses services pour aboutir au résultat que le Conseil des ministres a approuvé aujourd'hui. Les points de discussion, comme vous savez, dans ce genre de situation, on fait d'abord la situation de la licence passée. Donc nous avons procédé à une évaluation du cahier des charges, à une évaluation du pacte d'actionnaires et nous en avons élaboré de nouveaux qui prennent en compte toutes les préoccupations anciennes et puis aussi la correction pour vraiment améliorer le fonctionnement de la société à partir de cet instant. La licence, d'abord, je dois avouer qu'elle a été cédée à 160 milliards de francs CFA
ce qui dans la sous-région est extrêmement important et rare. Et puis l'État malien devient actionnaire avec 56% d'actionnaires. Et ces actions sont gratuites parce que le Trésor public malien ne va pas débourser un franc pour cela, n'est-ce pas? Nous avons aussi l'avantage de garder le personnel, n'est-ce pas? Nous allons améliorer, n'est-ce pas, les conditions de travail du personnel. Il y aura une amélioration en ce qui concerne les investissements et puis la régularisation progressive aussi du statut des travailleurs. Nous avons obtenu le poste de directeur général adjoint pour l'État du Mali, n'est-ce pas? Nous avons aussi obtenu pour l'État du Mali le poste de directeur administratif et financier, les responsables de l'audit, n'est-ce pas, et les responsables du DRH, n'est-ce pas. Aussi, notre président du conseil d'administration va avoir beaucoup plus de pouvoir, parce que maintenant, il représente quand même une partie qui est majoritaire, ce qui n'était pas le cas avant. Bon, mon dernier mot, c'est d'abord de féliciter tous les travailleurs qui ont travaillé autour de nous, les techniciens qui ont travaillé dans les différents départements, et féliciter aussi les ministres membres de l'équipe et exprimer notre profonde gratitude à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, dont l'implication personnelle a permis à plusieurs reprises de débloquer certaines entraves. Et nous avons ce communiqué de presse conjoint relatif à la signature de l'accord sur la situation des négociations avec le groupe Barrick Gold à l'attention de la presse nationale et internationale et toutes parties intéressées. Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation, le gouvernement de la République du Mali a entrepris des actions pour évaluer la situation du secteur minier. Ces efforts ont conduit à l'élaboration des nouveaux codes miniers et d'une loi sur le contenu local à la suite de l'audit commandité par le ministère de l'économie et des finances. Une commission de négociation et de renégociation a été mise en place pour discuter avec les sociétés minières dans l'optique de parvenir à un partage plus équitable de la rente minière. Au cours de ce processus, plusieurs manquements préjudiciables à l'exploitation minière et à l'économie nationale ont été identifiés. Pour y remédier, l'État a opté pour un règlement amiable, global et définitif, une revue des modalités d'exploitation des ressources minières pour le bien des parties prenantes. Ainsi, après 8 mois de négociations, des accords ont été conclus avec plusieurs sociétés, dont le groupe Barrick Gold, qui a pris des engagements dans le cadre d'un accord transactionnel, comme en témoigne son communiqué diffusé le 30 septembre 2024. Le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre des Mines informent l'opinion publique nationale et internationale que le groupe Barrick Gold n'a pas honoré les engagements auxquels il a souscrit dans l'accord conclu et dont la mise en œuvre a commencé le 4 octobre 2024. Par ailleurs, compte tenu de la nature des infractions relevées, notamment celles relatives à la responsabilité sociétale et environnementale et à la réglementation des changes ainsi que des risques sérieux qui pèsent sur la continuité de l'exploitation du groupe Mali, dont l'un des permis d'exploitation expire au début de l'année 2026, le gouvernement de la République du Mali a décidé de tirer toutes les conséquences de droit découlant des actes posés par la société Barrick Gold. Le gouvernement de la République du Mali continue à œuvrer pour une exploitation des ressources minières qui tient compte de l'intérêt des populations et des travailleurs. Une délégation de basketteurs du cercle d'Ansongo à la primature. Elle est venue faire au Premier ministre le compte-rendu de sa participation au tournoi de l'Interligue de basketball de Bougouni. Mamari Kone, Aliou Touré, reportage. C'est après un véritable parcours du combattant que l'équipe de basketball du Cercle d'Ansongo a pu prendre part à l'édition 2024 de l'Interligue à Bougouni. La délégation est venue exposer au Premier ministre les difficiles conditions de voyage ainsi que l'absence d'infrastructures adéquates pour le basketball à Ansongo. Malgré les conditions difficiles, l'équipe a pu gagner 3 matchs sur 5 lors de la compétition. Le chef de la délégation a également évoqué les manques de moyens pour retourner à Ansongo. Nous avons cherché les vols, on n'a pas pu avoir les vols. Alors on s'est dit rester 4 jours. On dit coûte que coûte, il faut qu'on participe, monsieur le Premier ministre. Nous autres fonctionnaires de l'État, on a mis la main à la poche pour faire voyager ces enfants-là. Niamey, Bénin, Togo,
Burkina pour arriver à Koutiala. Koutiala, nous avons loué encore un minibus pour aller à Sikasso, Bougouni, où nous sommes arrivés à 2h35 du matin. Nous avons joué notre première match à 7h30, malheureusement que nous avons perdu. En ce moment, on ne dispose qu'un seul terrain, et un terrain de 1962, si je ne me trompe pas. Moi-même, j'ai joué sur ce terrain. Et c'est ce terrain-là qui est là, jusqu'au jour d'aujourd'hui. En réponse, le Premier ministre a prodigué beaucoup de conseils aux jeunes, les a salués pour leur courage et leur résilience avant de donner des instructions au secrétaire général du ministère en charge des sports, présent à la rencontre pour la prise en charge des préoccupations soulevées. Bien noter vos préoccupations et de les soumettre au ministre qui va les soumettre à qui de droit. En tout cas, prenez ça avec les deux mains. Il n'y a pas de terrain de basketball. Ils n'ont pas le minimum nécessaire pour s'entraîner. Vous savez, la force d'un peuple, c'est de croire. Quand on croit, on peut tout réussir. Le représentant du ministre de la Jeunesse, vraiment, j'insiste beaucoup sur ça auprès du ministre pour faire quelque chose en son goût. Et les gens ne demandent pas beaucoup. Maintenant, pour ce qui est de doléances courantes, là, il n'y a pas de problème. En ce qui concerne le retour de la délégation, le Premier ministre a promis d'aider les sportifs à rentrer à Ansongo. Une déclaration qui a créé une immense joie dans la salle. Les jeunes, à leur tour, ont exprimé leur gratitude au Premier ministre avant de réitérer leur engagement à soutenir les autorités de la transition. Les FAMA à l'offensive. En 8e région, elles ont neutralisé un groupe terroriste, saisi plusieurs munitions, armes de guerre et moyens roulants. Les détails de cet exploit de nos forces de défense, c'est avec nos correspondants depuis Kidal, Sidi El-Medi Ag Al-Bakar. Un commando spécial a mis hors d'état de nuire plusieurs terroristes saisis. Une importante quantité de munitions, des armes de guerre, un véhicule 4x4 et des produits pharmaceutiques. Les FAMA de Kidal ont mené une opération d'opportunité les 19, 20 et 21 octobre. L'opération s'est déroulée dans le triangle Kidal, Amassine et Ntebezaz. Le professionnalisme et puis la ténacité des hommes ont permis de surprendre un groupe armé terroriste à 5 km à l'est de Amassine. Ce groupe a été neutralisé. Les butins de cette opération, composés donc d'un véhicule Toyota pick-up, de plusieurs armes individuelles et collectives, des roquettes et plusieurs catégories de munitions et un lot important de produits médicamenteux. Féliciter les hommes qui ont été engagés dans cette opération et les encourager à persévérer. En 8e région, nous pouvons affirmer sans aucun risque de nous tromper que la détermination inébranlable des hommes du colonel-major Daouda Sagara pour faire de la région de Kidal un havre de paix est plus qu'une réalité. Oui, en réponse à la détermination de nos FAMA, les populations maliennes toujours prêtes à les accompagner, en tous les cas la donation de plus de 11 millions de francs CFA par les forces vives du cercle de Kenyeba en est une véritable représentation. Elle contribue à travers ce don à l'effort de guerre. La cérémonie de remise aux autorités locales s'était en présence des légitimités traditionnelles, nous dit Mahamadou Alioubari. Une mobilisation inédite pour la cause du Mali sur la place publique de Kenyeba. Les populations des 12 communes du cercle offrent un peu moins de 11 650 millions de francs CFA à l'armée. Une contribution des populations pour soutenir l'effort et encourager les autorités de la transition pour les nombreux résultats enregistrés. Réussir une approche inclusive des forces vives de Kenyeba pour soutenir l'effort de guerre, Dieu merci, chacun a pensé à sa noblesse, sa dignité, les légitimes traditionnels à leur médaille pour faire ce qui est de son pouvoir. Cela montre l'amour de Kenyeba pour le président Assimi. La cérémonie de soutien aux femmes a été une opportunité pour les représentants des forces vives d'exprimer leur adhésion aux actions de sécurisation du territoire et à la lutte contre les forces du mal. Kenyeba n'est jamais en reste quand il s'est agi de soutenir la transition dans notre pays. Alors contribuer à hauteur de plus d'1 million de francs CFA pour l'effort de guerre est un acte de conscience profonde. Cette donation rentre toujours dans le cadre de 3 principes qui guident l'action gouvernementale.
à savoir la souveraineté, le respect du choix stratégique de la population. Le montant donné a été systématiquement envoyé dans le numéro de compte bancaire spécial de l'effort de guerre. Promotion des nouveaux généraux au Conseil des ministres du mercredi dernier, nous allons parler du parcours de deux d'entre eux, le général de corps d'armée Ismaël Ouagué, actuel ministre de la Réconciliation, et du général de division Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Les deux n'ont pas le même parcours, mais ont à cœur le professionnalisme dans le travail. Vous avez un pilote de chasse et un gendarme à qui le président de la transition, le général d'armée, à travers cette promotion, renouvelle sa confiance en eux. Suivons ensemble. Le gouvernement de la transition constate l'inapplicabilité absolue de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, signé en 2015, et par conséquent annonce sa fin avec effet immédiat. Il est l'auteur de ces envolées fracassantes qui décrivent l'humeur du Mali face au néocolonialisme de tout acabit. Il n'hésite pas à remettre les pendules à l'heure contre ceux qui décident de fouler aux pieds la souveraineté du Mali. Appelez-le désormais général de division Abdoulaye Maïga. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, a pris du galon. Le général d'armée, Assimi Goïta, renouvelle à travers cette promotion toute sa confiance à l'ancien colonel de la gendarmerie nationale. C'est en 1998 que l'élève Maïga empoche son baccalauréat, option langue et littérature au Prytanée militaire de Kati, avant d'obtenir son diplôme interarmes en 2001. Il poursuivra ses études entre la France et l'Algérie de 2005 à 2007 pour obtenir des Master 2 en droit de l'homme et humanitaire, en études stratégiques et politiques de défense et en diplomatie droit international. De retour au Bercail, il obtient le diplôme du cours supérieur de la gendarmerie en 2010 à l'école des officiers de la gendarmerie. Monsieur le ministre est aussi détenteur de 2 doctorats. Un en sécurité internationale et défense en 2011, puis en 2016, celui en business administration. Âgé de 43 ans, il accumule déjà un riche parcours professionnel. Il a servi au plan international à la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, à Kinshasa. De 2011 à 2014, en tant qu'officier de police des Nations Unies. Notons son passage également à la direction de l'alerte précoce de la CEDEAO comme officier chargé de programme et d'analyste en charge du terrorisme, de l'extrémisme violent et de la sécurité maritime. L'homme est donc un terrain connu en matière de lutte contre le terrorisme pour avoir aussi fréquenté le Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme à la Commission de l'Union africaine. Au plan national, le général de division Abdoulaye Maïga a été le commandant du groupement d'intervention de la gendarmerie mobile. Toujours au niveau de la direction générale de la gendarmerie nationale du Mali, il a occupé le poste de chef de cabinet. Et c'est en 2020, précisément un 5 octobre, que le natif de Bamako fait son entrée au gouvernement en tant que ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, suivi en 2021 de sa nomination en tant que porte-parole du gouvernement. Il assurera également, d'août à décembre 2022, la fonction de Premier ministre par intérim. À son actif, on peut noter le nouveau découpage administratif et territorial du Mali et la réussite de l'opération d'enrôlement RAVEC en cours. On le surnomme l'as des airs. Le désormais général de corps d'armée Ismaël Ouagué est plus à l'aise dans les airs que sur terre, car c'est dans le ciel que l'homme a fait sa renommée. Il est pilote de chasse de formation, un diplôme obtenu en 1997 à l'École royale de l'air du Maroc. À partir de cette date, il collectionne les qualifications parmi lesquelles celles obtenues en 1999 comme pilote BT-67 Basler, celle de 2003 comme pilote d'Antonov AN-26 ou encore celle acquise en tant que pilote sur MiG-21 MF.
C'est en 2004 au Nigeria qu'il commence à amasser ses diplômes militaires, notamment celui de cours de capitaine, celui de l'école d'état-major au Mali en 2007, puis de l'école de guerre en Chine en 2013. Détenteur des masters en sciences militaires de l'Université de la Défense nationale en Chine, il a aussi un diplôme de PC bataillon et brigade pour les opérations de maintien de paix, un certificat pour la logistique intégrée de l'Organisation des Nations Unies et un autre en management stratégique. Au titre des fonctions occupées de 2010 à 2020, on peut citer commandant en second de la base aérienne Sénou 101, commandant de la zone aérienne numéro 2 de Sévaré, chef de la cellule de coordination air au sein du PCIAT de la force conjointe G5 Sahel, commandant de la zone de défense numéro 6 par intérim et chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air. Le terrain, il s'y connaît bien pour avoir participé à différentes opérations et manœuvres militaires. Nous avons l'opération Djigitouya, Benkan, Maliba, Seno et Dambi. Depuis septembre, l'homme s'occupe sur un autre terrain de combat. Il déploie toute son énergie pour la paix et la réconciliation au Mali. Occupant le poste de ministre de la Réconciliation nationale, le général de corps d'armée Ismaël Ouagé est sur le front du patriotisme, une mission assignée par le général d'armée Assimi Goïta à son cadet, à ramener les filles et fils du Mali à communiquer et communier ensemble pour être une force unique. Le général de corps d'armée Ismaël Ouagé récompensé par la nation avec des médailles. La médaille du mérite militaire, des blessés, la médaille commémorative de campagne et de la croix de valeur militaire. Il est aussi décoré officier et commandeur de l'Ordre national du Mali. Les gouverneurs des régions de Gao et de Koutiala sont aussi promus. Moussa Moriba Traoré et Abdoulaye Cissé ont été honorés solennellement à l'occasion de la cérémonie de distinction au palais de Koulouba. Ce nouveau grade de général de division est une parfaite reconnaissance de la nation à l'endroit des chefs de l'exécutif de Gao et de Koutiala pour leur brillant et remarquable service qu'ils rendent à la patrie. Focus sur le parcours exemplaire des deux gouverneurs, les généraux de division Moussa Moriba Traoré et Abdoulaye Cissé, c'est avec Aridjou Matina. Ils font partie des officiers supérieurs grands commis de l'État à être récemment promus à un nouveau grade. C'est là pour service rendu à la nation. Il s'agit d'Abdoulaye Cissé, gouverneur de la région de Koutiala, et de Moussa Moriba Traoré, gouverneur de la région de Gao, tous promus général de division. Né à Kati en 1969, la ville garnison, le désormais général de division Abdoulaye Cissé, chef de l'exécutif de la région de Koutiala depuis décembre 2021, est un homme d'expérience pour avoir occupé plusieurs postes de responsabilité, entre autres commandant de la 412e compagnie motorisée des Cailles, directeur de formation des brevets d'armes numéro 1 et 2 d'infanterie de Koulikoro, chef de corps du 21e bataillon mixte de Ségou, attaché personnel du président de la Commission de l'Union africaine ou encore sous-chef d'état-major des opérations à l'état-major général des armées. Celui qui a été promu général des brigades en 2018 a participé à beaucoup de stages et de séminaires en Afrique et à travers le monde sur les techniques de lutte antiterroriste et la cybercriminalité, notamment le séminaire sur la cybercriminalité en Afrique du Nord et de l'Ouest en février 2009 à Alger. Avant de devenir chef de l'exécutif régional de Koutiala en 2021, le général de division Abdoulaye Cissé avait fait un bref passage en 5e région comme gouverneur de Mopti de juin 2019 à décembre 2020. Ses nombreux efforts, actions et services rendus lui ont permis d'avoir plusieurs distinctions militaires, telles que chevalier de la Croix de la valeur militaire à l'ordre du groupement, officier et chevalier de l'ordre national du Mali, médaille du mérite militaire, médaille commémorative de campagne, médaille de reconnaissance de l'ECOMOG, médaille d'officier dans l'ordre national de la reconnaissance centrafricaine, en passant par la médaille de reconnaissance de l'Union africaine. Le général de division Abdoulaye Cissé est marié et est père de 4 enfants. Celui qui est à la tête de la région de Gao, le nouveau général de division Moussa Moriba Traoré, est aussi né en 1969.
Le natif des Cailles est un officier issu du Prytanée militaire et de la 14e promotion de l'école militaire interarmes de Koulikoro. Il a fréquenté l'Institut de la résilience nationale de la République d'Indonésie et est diplômé de l'école supérieure des transmissions de l'armée algérienne. Le général de division Moussa Moriba Traoré a pu bénéficier également de plusieurs formations hors du pays, surtout dans le domaine des transmissions, comme par exemple le stage de commandant de compagnie et de bataillon des transmissions à l'école de transmission de Feldafing en Allemagne, stage d'application des transmissions à la division d'application des transmissions de Montargis en France, ou encore le stage d'orientation de défense aux Pays-Bas et le cours d'officier d'état-major multinational au Ghana. Le général de division Moussa Moriba Traoré, en plus d'avoir participé à plusieurs séminaires et conférences, a également honoré le pays dans beaucoup de missions à travers le continent, dans le cadre du maintien de la paix, comme à Darfour au Soudan, où il a été observateur militaire, officier de transmission et de technologie de l'information, puis des renseignements. Au plan national, l'officier supérieur a été directeur du sport militaire, sous-directeur à la direction des transmissions des armées et commandant par intérim de l'escadron de chars de Gao. Marié et père de 6 enfants, le chef de l'exécutif régional de Gao est détenteur de plusieurs distinctions. Médaille de chevalier national du Mali, médaille du grand chevalier de l'ordre du Conseil international du sport militaire, médaille de 8e Mali, médaille du mérite militaire, sans oublier la médaille commémorative de campagne Flamme de la paix au Mali et la médaille de l'Union africaine au compte de la mission africaine à Darfour au Soudan. Et à l'issue de ces promotions, hier, nous vous avons montré la joie d'une bonne partie de la population de Koulikoro. Ce soir, je vous amène à Kaï et à Taoudini, où la nouvelle a été bien accueillie. Suivons les réactions dans ce reportage de Kansuto Kanouté et de Shirfi Moulay Aïdara. Le président de la transition, chef de l'État du Mali, promu depuis le 16 octobre 2024, général d'armée, à titre exceptionnel, c'est une promotion saluée avec fierté par les Caïsiens et Caïsiennes, surtout celle des 5 colonels. Cette promotion, j'allais dire, a même tardé à venir. Quand on voit la situation du pays en 2012, la partition du Mali était terminée sur carte. Et depuis que cette transition est mise sur place, nous avons constaté qu'il y a de réels progrès. Je trouve que c'est salutaire, c'est normal. Pour des gens qui ont sacrifié leur vie pendant des moments difficiles. Et souvent, on les appelle les libérateurs de l'Afrique. Aujourd'hui, nous parlerons de la révolution positive. Quand j'ai dit la révolution positive, c'est à la faveur du peuple malien. Ces grades généraux est vraiment salutaire. Et vraiment salutaire, surtout, j'insiste, surtout, c'est à travers un regroupement, c'est à travers une assise nationale qui a recommandé que ces colonels soient des généraux. Moi, je suis quand même parfaitement d'accord avec ces nominations. Ça va être aussi une source de motivation par rapport à ceux qui sont nommés et de façon un peu pour en tout cas les générations à venir à les imiter. Pour Dame Kadi Keïta et Ndeye Absetou Traoré, les 5 généraux méritent ces grades car selon elles, des changements sont visibles un peu partout. Si ces 5 généraux-là, vraiment je dirais qu'eux ils méritent parce qu'ils ont bien travaillé avec leur équipe et ils ne vont pas échouer, ça c'est clair. Ces généraux d'aujourd'hui, ils l'ont mérité. Sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui. Toutes les capitales régionales étaient envahies par des ennemis. Surtout à Kaïsi. On était dans l'incertitude. Si vous voyez que nous sommes là aujourd'hui en train de travailler, dormir comme bon nous semble, c'est grâce à eux. Donc toute personne qui fait du bien sur cette terre sera récompensée par le bon Dieu. À plus forte raison, nous les individus, les personnes, nous devrons les reconnaître ça. Rappelons que partout où nous sommes passés, les réactions des populations sont positives suite à cette promotion des 5 généraux. Le général Hassimi Koïta, qu'il a respecté vraiment les engagements et les paroles données aux populations. Puisque depuis les assises nationales jusqu'au dialogue intermalien, nous avons vu les résultats après le départ non seulement de la France et de la communauté internationale, la stabilisation et le relèvement
des 5 régions du Nord. La libération de la région de Kidal, la libération du camp de Ber, plus le contrôle des frontières de Tinzaouaten jusqu'à dans les Méma. Nous avons vu vraiment que les généraux méritent leur grade. Et je pense que cette nomination est une mérite. Et c'est une recommandation phare du dialogue intermalien. Mais même en dehors de ça, c'est une mérite. Ces colonels ont été les sauveurs de la nation. Et si on parle de Mali uni aujourd'hui, c'est grâce à ces hommes, les libérateurs. Donc je pense que ça, c'est la moindre des choses qu'on puisse avoir comme mérite pour ces hommes. Et nous continuons de recevoir des messages de félicitations par rapport à cette promotion. Il s'agit de la Fédération nationale des chasseurs du Mali, du mouvement patriotique pour un Mali émergent et prospère, Alliance soutien Assimi Goïta, de l'Association des jeunes leaders pour un Mali émergent, de l'Amicale des anciens professeurs civils du Britannique militaire de Kati, de l'Association pour la défense de la République, soutien à la transition et aux idéaux des 5 colonels Faso Lakanaton de Kolondjeba, de la coordination des associations et ONG féminines du Mali, du collectif pour 5 ans ou plus, du mouvement international de soutien du Mali pour la réussite de la transition, de la plateforme Djigisemeton. Tous réitèrent leur soutien et engagement à accompagner les autorités dans la recherche de la paix au Mali. Œuvre sociale du président de la transition, le service social de l'armée vient de recevoir pour les veuves et orphelins des militaires et paramilitaires sans kit scolaire et sans kit alimentaire. Le geste s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. La cérémonie de remise s'est déroulée sur la place d'armes du 34e régiment du génie militaire en présence du commissaire à la sécurité alimentaire, Redouane Ag Mohamed Ali. Parakissa Ouattara, reportage. Les œuvres sociales du président de la transition, une fois de plus, dans les garnisons militaires. Cette fois-ci, avec les mains pleines de fournitures scolaires pour les orphelins des militaires et paramilitaires. Mais pas que. Les veuves des militaires ont elles aussi reçu des kits alimentaires. Nous remercions tout d'abord le président de la transition qui nous a toujours soutenus. Nous remercions également l'armée malienne. Nous recevons toutes les aides qui nous sont destinées. Depuis la mort de nos maris, vous avez été présents pour nous. Que Dieu vous en récompense et que Dieu protège nos hommes. Cette donation de ce matin vient à point de mot et soulagera sans nul doute ces nombreuses familles de nos compagnons d'armes morts pour la défense de l'intégrité de notre cher pays. Ces œuvres sociales du président de la transition s'inscrivent dans le cadre de la 29e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Ces kits sont composés de riz, de mil, d'huile et de pâtes alimentaires, en plus de kits scolaires pour les enfants, parce que bientôt ça va être l'ouverture des écoles. Et dire à ces enfants-là que c'est eux nos bâtisseurs de demain. Le président de la transition veut les aider pour qu'ils puissent avoir le savoir qui va apporter le développement du Mali. Ce geste du président de la transition témoigne de sa volonté de tout mettre en œuvre afin que les héritiers de ces martyrs soient dans de bonnes conditions de vie. Alerte dans les champs à Mopti, plus de 6000 hectares de riz sont menacés avec des risques d'inondation de l'ensemble de la partie nord de Mopti. En cause, la pression de l'eau du fleuve Niger qui a fait céder la 5e vanne de l'ouvrage d'irrigation de Pondori de l'officerie Mopti. Le gouverneur de la région était sur les lieux pour constater les dégâts et rassurer les populations. On en sait plus avec Oumar Meiga et Suleiman Tepsouki. Réalisé depuis 1972 pour l'irrigation des plaines rizicoles du casier Mopti nord de l'officerie pour nourrir des bouches,
L'ouvrage de Pondaga d'irrigation de 10 passes ou 10 vannes a vu son 5e vanne centrale céder face à la pression de l'eau du fleuve Niger à 2,70 m de hauteur et devient du coup une menace sérieuse pour la campagne 2023-2024 en termes de submersion d'environ 6600 hectares et d'inondation de la partie nord de Mopti. Et c'est à pas de course que le gouverneur de la région de Mopti, le général de brigade Abbas Dambélé, à la tête d'une importante délégation régionale et des techniciens du domaine, s'est rendu sur les lieux. On a été alerté hier en début de soirée par les populations, une population très consciente de la sinistralité de cette tragédie, dans la mesure où il y a environ plus de 7000 hectares qui sont menacés pour plus de 16 000 à 20 000 tonnes de production. Imaginez déjà que nous sommes dans un état de catastrophe naturelle décrété par les plus hautes autorités du pays et que cette tragédie survienne. Mais avec le recul, on peut même se dire que nous sommes dans la limite de tolérance des ouvrages réalisés depuis 1972. Malgré l'entretien périodique de l'office, ces ouvrages, nous sommes vraiment dans la limite de tolérance et ça a cédé. Face à la menace sérieuse et aux conséquences, les populations de plus de 11 villages se sont mobilisées avec des techniques locales entre autres, l'usage des branches d'arbres et des sacs remplis de latérite pour amoindrir les effets de la pression de l'eau. La promptitude de la population est à féliciter parce qu'il y a cet ouvrage, mais en amont, il y a un autre ouvrage qui irrigue plus de 5000 hectares. Et aujourd'hui, il nous faut, avec cette tragédie, entretenir ou même remplacer ces ouvrages existants. L'élan de mobilisation des autorités régionales et des populations se poursuit activement sur le terrain, mais des mesures d'urgence des plus hautes autorités s'imposent pour d'une part sauver la campagne agricole 2023-2024, mais aussi sauver des vies. Prudence et vigilance. Donc, les acteurs de la justice et leurs partenaires se penchent sur l'avant-projet de texte portant création de la Direction nationale de la justice pour enfants. Il s'agit de procéder à la validation du document au terme de l'atelier organisé à cet effet, nous précise Nuhum Sissoko. Cet avant-projet de texte soumis à l'appréciation des acteurs judiciaires et leurs partenaires est relatif à la création, à l'organisation, aux modalités de fonctionnement et au cadre organique de la Direction nationale de la justice pour enfants. Il s'inscrit dans le cadre des réformes structurelles et organisationnelles visant à doter le secteur de la justice d'institutions pour répondre aux défis et enjeux de l'heure. La création de cette direction nationale constitue un acte fondamental témoignant non seulement de la reconnaissance des défis auxquels sont confrontés les enfants, mais aussi une réelle détermination à y faire face. Selon les chiffres, les enfants constituent plus de 50% de la population malienne. C'est pourquoi ils doivent être au centre des priorités des pouvoirs publics, selon le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux. Tenant compte de cette réalité, la protection et la promotion des droits de l'enfant ont de l'indépendance à nos jours occupé une place de choix dans les politiques de développement socio-économique du pays. Cela a donné lieu à l'adoption des mesures législatives et institutionnelles de protection et de promotion des droits de l'enfant. Parmi ces mesures, on peut citer la ratification de la Convention sur les droits de l'enfant, CDE, la ratification du protocole facultatif à la CDE concernant l'implication des enfants dans les conflits armés, la ratification du protocole facultatif à la CDE concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Enfin, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. La création de la Direction nationale de la justice pour enfants bénéficie de l'appui technique et financier de l'UNICEF. Elle ouvre la voie à l'établissement d'un cadre favorable pour la justice qui priorise le droit et le bien-être des enfants, selon la représentante de l'UNICEF au Mali. Point des préparatifs du prochain congrès du Haut Conseil islamique du Mali, une réunion d'urgence initiée par le ministre des Affaires religieuses pour porter le message de paix des autorités quant à la réussite de l'événement dans un environnement serein. Awadama Koulibaly, Toumani Diabaté nous font le compte-rendu. Qui dit congrès dit nouveaux dirigeants. À quelques jours de ce 4e rendez-vous du Haut Conseil islamique du Mali, le ministre chargé des affaires religieuses, dans le souci de la bonne tenue de ses travaux, s'est entretenu avec les membres des bureaux sortants. Nous, en tant qu'État, on est là à équidistance entre tout le monde
et que les congrès qui s'annoncent pour le Conseil islamique soient un congrès qui sera fait avec l'apaisement total et dans l'accalmie, dans un calme olympien, et que la religiosité islamique triomphe par rapport aux sentiments. On a seulement décliné la vision des chefs de l'État par rapport à la cohésion, la cohabitation pacifique dans un État comme le Mali. Ce message n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Les membres du bureau exécutif national, ceux de la conférence des ulémas et la commission nationale de gestion et de contrôle, tous présents à cette rencontre, se disent favorables à un climat de paix et d'entente après le congrès. Le Haut Conseil islamique, qui est l'interface entre l'État et la communauté musulmane, doit montrer l'exemple. Le ministre a donné des directives et il a donné la position de l'État vis-à-vis du congrès du Haut Conseil islamique. An bɛ se k'a fɔ ko o tuma na a lamɛnna sisan a bɛ segin ka taa ayiwa o conseil bureau bɛɛ lajɛlen ma u k'u jija cikan a bɛ se ka waleya cogoya min na o tuma na ka tila k'a lase silamɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen fana ma an k'a lajɛ nin ko in ayiwa a bɛ tɛmɛ basigi ni bɛn na cogoya min na min b'a to ayiwa san duuru wɛrɛ minnu bɛ na baara bɛ se ka kɛ laɲini bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na. Nous travaillons dans la droiture, dans la transparence pour que le résultat escompté et soit accepté de tous. Les dates retenues pour le moment pour la tenue du congrès sont les 26 et 27 octobre prochains. Ces 2 jours vont permettre aux participants de procéder à une relecture des textes, la proposition d'un programme d'action quinquennal et la mise en place de nouveaux organes pour la fêtière. Un saut à présent au CICB qui abrite depuis hier mardi la 2e édition des Journées nationales de cybersécurité. Aujourd'hui, les participants étaient appelés à analyser les menaces et vulnérabilités actuelles des infrastructures critiques du Mali avant de proposer des stratégies de protection efficaces face à la cybersécurité. Almouzer Al-Kamissa, Yatara, compte rendu. La 2e édition des Journées nationales de cybersécurité se tient sous le thème « Renforcement de la souveraineté numérique pour un Mali cybersécurisé ». Tout ce qui concerne la cybersécurité est crucial et important. Il faut que les gens s'informent, que les gens prennent ces questions-là à cœur et se protègent en fait. Au cours des travaux, des sujets comme les diagnostics par rapport à l'état des lieux, la régulation, que dit la loi pour faire face aux nouvelles menaces. Ils vont étayer les forces que le Mali a. Ça, c'est un état des lieux qu'on a actuellement par rapport au niveau de la sécurité. Les faiblesses, voilà, on va voir qu'est-ce qui manque et on va apporter les plans d'action pour pouvoir adresser ces faiblesses. Et les opportunités, bien sûr. La cybersécurité étant vue généralement comme étant une source de dépenses, je pense que c'est une source aussi de revenus. Il y aura des opportunités à tenir, à saisir et on a donné comme directive à chaque groupe de saisir aussi ces opportunités-là et de nous donner les moyens et les plans d'action pour pouvoir les adresser. Quand on parle de cybersécurité, il faut comprendre que c'est un domaine qui est tellement bien structuré et que ça évolue tellement vite. Et il faut que les États s'y mettent. À la fin de cette session, les menaces et vulnérabilités des infrastructures critiques du Mali avant de proposer des stratégies de protection efficaces. Fini les soucis des populations riveraines du fleuve Falémé dans la commune rurale de Faléa. Le bac de cette localité retrouve sa place. L'ouvrage a été rénové grâce à l'implication de l'association des jeunes acteurs engagés pour le développement de la commune rurale de Faléa. Le coût de cette réalisation, une 30aine de millions de francs CFA. La mise du bac, c'était en présence de nos envoyés spéciaux Moussa Kamara et Sambou Djakiti. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la population de la commune rurale de Faléa et environ.
La remise en eau du bac de la localité intervient après 3 années d'interruption. La réparation et l'entretien du bac est le fruit d'une synergie d'action. Le bac était en panne depuis plusieurs années. Il n'y a pas un pont qui relie Faléa. Donc nous, en tant que jeunes, on a réfléchi qu'est-ce qu'on peut faire en tant que jeunes pour pouvoir pallier à ces problèmes. Donc c'est dans cette optique qu'on a fait les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes afin de venir en aide. D'une capacité de 20 tonnes, le bac représente le seul moyen d'approvisionnement approprié et sécurisé pour la traversée de la Falémé. En réalité, la réparation de ce bac-là nous a été tellement bien, vu que ça fait beaucoup d'années qu'on ne traverse plus ce fleuve-là. Nous remercions tous les chefs qui nous ont aidés de réparer ce bac-là. Faléa sera désormais ravitaillé en denrées alimentaires, en produits de première nécessité, à partir de Kenyeba. Faléa n'aura plus besoin d'aller en Guinée ou quoi que ce soit pour aller avoir des vivres pour la population. C'est un grand soulagement pour l'ensemble de la population de Faléa, l'ensemble de la population de Kenyeba. Cette action citoyenne de la jeunesse de Faléa vient en soutien aux initiatives des autorités de la transition. Du côté de Faléa, il y a 21 villages qui étaient coupés de Kenyeba. Que les jeunes puissent avoir de l'initiative et même cotiser à hauteur de 25 millions. Combiner la citoyenneté, la jeunesse à cette activité ne peut être que salutaire. Vraiment, nous encourageons et nous félicitons ces genres d'initiatives-là pour le développement économique et social. Bientôt, c'est la rentrée. Il y a plus de 21 villages derrière le fleuve. Les enfants pourront partir à l'école. Les travaux de réparation ont duré environ 2 mois sous la supervision des autorités locales du cercle de Kenyeba dans la région de Kaye. Lancement de la première édition du prix Feu Farka Alassane Maïga. Il consiste à primer les 3 premières filles des 6e et 9e années de l'école fondamentale de Ménaka. En marge de cela, des donations seront faites au centre de santé de référence et aux femmes de la région. Plus d'explications avec Mohamed Lamine Maïga et Ibrahim Ag Amini. Initiée par la famille de Feu Farka Alassane Maïga, cette première édition a vu la participation de toutes les catégories socio-professionnelles de la région. Elles ont accueilli cette initiative avec fierté et ont rendu un hommage particulier à la personne dont le nom porte le présent prix. 6 filles ont été primées pour cette première édition. Aucun calcul, aucune malice derrière cette initiative qui doit être préservée en vie comme une petite contribution des filles de Ménaka à l'encouragement, à la scolarisation de nos petites filles ainsi qu'à leur maintien à l'école. Une marque de citoyenneté, de patriotisme qui a marqué Maître Sweta Maïga a pensé aujourd'hui à récompenser les lauréats des jeunes filles du Ménaka. La personnalité présente salue cet acte réalisé pour élever le taux de scolarisation des filles. Elle aide aussi à améliorer les services du centre de santé de référence. À travers cette cérémonie, nous espérons que plus de personnes s'engageront particulièrement de la scolarisation des filles, afin de donner les meilleures chances de réussite à tous les enfants de la région de Ménéka. L'éducation est une affaire à tous. C'est pourquoi nous devons nous investir malgré les défis pour que nos enfants soient scolarisés, et particulièrement nos filles. Les parents et élèves, les acteurs politiques et administratifs étaient là pour marquer leur solidarité à cette action. L'ACAFO n'a pas été oubliée. Elle a aussi bénéficié de 500 000 francs CFA d'aide pour leur acte de paix et de cohésion sociale. Le matériel reçu est composé aussi de pagnes, de fournitures scolaires, entre autres. Et tout en image, cette prestation de serment qui va ouvrir la voie à l'opérationnalisation des nouvelles circonscriptions de la région de Tombouctou afin de marquer la présence de l'État sur l'étendue de la région. Ils sont 12 représentants de l'État, notamment 5 préfets et 7 sous-préfets de la région de Tombouctou. Voilà la prestation de serment.
Les populations nigériennes continuent de bénéficier de la réduction du prix du ciment. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a même appelé les populations à profiter de cette opportunité. Il encourage par ailleurs les commerçants au respect des mesures. On en sait plus avec Laoulali Moutari, Maïna Sara et Amadou Boureima. Ils sont nombreux depuis hier, les grossistes qui continuent à s'approvisionner pour revendre aux paisibles citoyens le ciment 32,5 au prix indiqué dans l'ordonnance du président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani. Depuis ce matin, vous avez vu vous-même comment ça grouille ici et que je peux vous dire exactement que c'est opérationnel. C'est en vigueur depuis ce matin. Depuis la nuit, les gens m'appelaient pour la confirmation. Et on remercie beaucoup le CNSP pour cette décision courageuse. Un réel motif de satisfaction pour les populations qui viennent s'en procurer. J'ai payé la tonne de ciment à 55 000, les 32,5. Ça, c'est quelque chose que nous ne pensons pas que ce serait réel, mais c'est un véritable plaisir. Hier, c'était à 80, aujourd'hui à 55 000. Par rapport à cette mesure et à celles qui l'ont précédée, le ministre du Commerce et de l'Industrie s'est confié à la presse. Cette volonté est partie effectivement dans le sens d'apporter des soulagements pour que chaque citoyen nigérien, dans quelque région qu'il soit, trouve des facilités à accéder à un habitat décent. Le ministre Seydou Asman s'est en outre appesanti sur la réunion qu'il a présidée hier en présence de tous les acteurs concernés et impliqués dans la mise en application de la réduction du prix du ciment. Il a été clair, aussi bien pour les cimentiers que pour les revendeurs. De part et d'autre, en tout cas, l'application s'impose à tout le monde. L'ensemble des acteurs se sont engagés effectivement à mettre en application les dispositions de cette ordonnance. Il a conclu en appelant la population à profiter au maximum de toutes les opportunités offertes par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Je profite de l'occasion pour lancer un appel à tous les citoyens de s'armer de cette volonté d'empêcher tous ceux qui peuvent venir d'ailleurs pour acheter nos céréales et les amener ailleurs. Cette énième décision au profit des populations témoigne éloquemment de la volonté des autorités du CNSP à œuvrer davantage dans l'amélioration des conditions de vie des ménages nigériens. Voyons à présent la 3e journée scientifique 2024 à Koudougou de l'Institut de recherche en sciences de la santé. C'est avec nos collègues de la RTB. Les 3e journées scientifiques de l'Institut de recherche en sciences de la santé IRSS se veulent un cadre d'échange d'idées et d'appropriation des résultats de recherche et d'innovation. L'IRSS souffre de la faible visibilité de ses résultats de recherche selon ses premiers responsables. Nous avons mis en place ce qu'on appelle le FACA, le BALEG, le CASE, qui sont des produits qui luttent contre la drépanocytose et puis certaines maladies qui sont liées à notre région. Alors sur le plan international, vous aurez constaté que la recherche au Burkina a pu contribuer à la mise en place de 2 vaccins contre le paludisme, notamment le RTSS et le R21. La question de la santé étant transversale, le Burkina a fait un choix pour garantir le bien-être des populations. Notre pays est engagé dans la démarche One Health, une seule santé, qui prend en compte les questions de santé, les questions d'environnement, pour ne pas dire les questions de communauté. C'est pourquoi nous sommes là pour les soutenir. Des solutions sont vivement attendues pour régler certains problèmes comme celui de la dengue qui sévit de façon sévère ces dernières années dans la sous-région et particulièrement dans notre pays. Recherche en santé dans un contexte de résilience, quels apports pour le bien-être des populations est d'ailleurs le thème de cette 3e journée scientifique de l'IRSS qui regroupe pendant 72 heures 500 participants venus du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger et du Burkina Faso.
Et avant de boucler ce journal des nouvelles sportives, en football, tournoi UFOA A des moins de 17 ans au Sénégal 2024. Les cadets maliens ont dominé cet après-midi la Sierra Leone 1-0. Les cadets maliens ont battu leur homologue donc de la Sierra Leone par le score de 1-0. Juste après, la Mauritanie et la Guinée-Bissau se sont neutralisés 0 but partout. Prochaine sortie du Mali, ça sera samedi contre la Guinée-Bissau. Le tournoi UFOA A des moins de 17 ans Sénégal 2024 a démarré hier à Thiès au Sénégal. Le Mali est dans le groupe B. Et toujours en football, la 4e édition de la Coupe du numérique donne son coup d'envoi à demain jeudi. Cette compétition regroupe 12 équipes des structures et relevant du ministère de la Communication et de l'économie numérique. Cette année, le DG de l'ERTM, Hassan Baba Djombele, est parrain et le président de la commission d'organisation et le secrétaire général du comité syndical de l'ERTM. Le coup d'envoi aura donc lieu sur le terrain de football non loin du 14e arrondissement et bien sûr vous pourrez suivre la compétition sur les ondes de la chaîne 2. À suivre tout juste après moi la diffusion de votre émission intitulée Éco-santé citoyenne à partir de 22h30 sur ORTM 1. Le thème de ce soir porte sur la conjonctivite et l'assainissement. Un magazine animé par Agibou Coulibaly, en langue bamanakan. Sur ce prend fin ce journal. Je vous rappelle l'une des informations phares, c'est le renouvellement pour la 2e fois de la licence hôtellement pour 160 milliards de francs CFA. L'État malien a 56% des actions. Tous les travailleurs conservent leurs emplois. Notre pays a le poste de DGA et celui du directeur administratif financier. La décision a été arrêtée lors du Conseil des ministres de ce mercredi. Un grand merci à vous tous qui nous suivez à travers le monde, notamment nos téléspectateurs de Faléa et de Kenyeba. Bonsoir à tous et à demain.